Alors, d'abord, merci de m'inviter sur un... Enfin, j'allais dire merci de me refiler la patate chaude. Voilà. Parce que sur un sujet où va le monde, alors le sujet est compliqué, mais on en parle entre nous. Hein, où on va, vous en parliez il y a quelques secondes, qu'est-ce qu'on va devenir? Pourquoi? Parce que l'évolution de l'histoire et du monde, elle contient des éléments qui sont des éléments effrayants. Et ils sont effrayants pourquoi? Parce que non seulement ils sont imprévus, mais en même temps, ils recèlent une chose que l'humanité n'a jamais réussi à chasser, c'est la violence. Voilà, l'humanité, elle est violente, elle est née violente et elle est restée violente. Et les sociétés ont des rapports entre elles, les pays, les humains, des rapports qui peuvent être conflictuels ou non conflictuels. Mais la notion de conflit entre individus, entre États, il est inscrit aujourd'hui, à nouveau et toujours, dans la vie telle qu'elle se déroule. Et ça nous fait peur, pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, en France, en Europe, on vit dans une société où on a développé la protection sociale, on a développé la qualité des équipements. C'est pas à vous que je vais dire qu'on a développé quand même les services publics, et tant mieux. Et en même temps, on se rend compte de quoi? Que de l'autre côté, eh bien, dans le reste du monde, et même en France aussi, il y a des disparités, des inégalités, des injustices, voire même des monstruosités qui continuent à prospérer. Et on a l'impression que tout ça n'a pas de sens. Après la guerre de 1945, qu'est-ce que les humains s'étaient dit en créant l'ONU? Plus jamais ça, plus jamais ces horreurs, plus jamais ce qui s'est passé, ces guerres entre pays voisins qui se connaissent depuis longtemps, extermination de masse, la Shoah quand même, les drames les plus importants de tous les temps. Et malgré cette promesse, eh bien cette promesse n'a pas été féconde. Cette promesse n'a pas tenu ses promesses. Elle n'a pas été respectée. La guerre actuelle en Ukraine, c'est pas seulement la guerre en Ukraine, c'est la guerre entre deux pays frères. C'est la guerre entre deux pays qui sont consubstantiellement l'un lié à l'autre. C'est comme si la Belgique déclarait la guerre à la France ou la France à la Belgique. Non mais c'est exactement pareil. Mais pire qu'elle dit, on parle la même langue avec une partie des Belges. En Italie, on ne parle pas la même langue. Et ça a été pour nous le fait de comprendre que la guerre était toujours là, qu'elle n'était pas que dans quelques pays d'Afrique, quelques pays d'Asie, ailleurs et loin, la guerre, elle est là. Et ce constat est déprimant. Le moral de la population n'est pas très élevé, le moral des entreprises est encore plus faible, parce qu'elles dépendent des flux économiques, etc. Donc on ne sait pas recréer un projet économique de long terme. Le premier constat aujourd'hui, si on se pose la question, où va-t-on? C'est parce qu'on ne peut pas dire sur 5 ans, 10 ans, 15 ans où on va. Alors qu'on oublie qu'il y a seulement 2 ans, on pouvait le dire. Avant le Covid, on savait où on allait à peu près. Allez, je vous redis le scénario il y a 3 ans. C'était quoi la vie il y a 3 ans? L'Europe, elle continue à s'accroître tranquillement. Les relations entre les États-Unis et l'Europe, pacification commerciale. La Chine est un pays qui devenait un peu moins autoritaire et acceptait des discussions sur certaines choses. 3 ans après, on en est où? Les États-Unis gèrent les affaires américaines. Le président chinois a changé la constitution de son pays pour être élu à vie. Et pas seulement pour des mandats de 4 ans. Il peut être élu pour des mandats de 4 ans, plusieurs fois d'affilée, pas seulement 2 fois. L'Europe, regardons où elle est. Elle est dans une situation où l'Angleterre et le Brexit forment à nos frontières le début d'un chaos économique, faut quand même le dire aussi, et vous avez la guerre fratricide, évidemment provoquée par la Russie, avec l'Ukraine, qui est un chamboulement complet de l'ensemble des marchés économiques sur ce qu'on appelle la prédictivité, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre de penser le cours des matières premières, par exemple, à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Personne n'est capable ici de me dire le cours du minerai de fer dans 1 an, le cours du pétrole dans 1 an, le cours du gaz dans 1 an, le cours du blé, et même pas le cours,
mais les quantités disponibles. Parce que le problème après, c'est plus le prix, c'est les quantités. Et puis la centrale de Zaporijia, quand même. Centrale nucléaire, la plus grosse d'Europe, aux mains de l'armée russe, dans des situations difficiles où elle est peu ou pas protégée, elle peut péter de jour au lendemain. On a quand même, avec Tchernobyl, un précédent en Ukraine, excusez-moi, qui fait encore parler. Nous, en Provence, c'est pas qu'ici. On a le danger nucléaire. Et puis, le ministre des Affaires étrangères de M. Poutine ne se prive pas de dire que l'option nucléaire n'a jamais été écartée par la Russie dans le conflit actuel. Ah. Ça en fait d'un coup. Et puis, on a eu le Covid. Pandémie mondiale. Personne ne croyait à une pandémie mondiale il y a 3 ans, les amis. Personne n'y croyait. On aurait dit ça cette réunion. En 19. Non, mais en 2019, ils auraient dit, mais de quoi il parle celui-là, il est fou ou quoi? Et l'économie mondiale s'est arrêtée pendant 14 mois à cause d'une pandémie qui, sur le plan planétaire, marque également 2 choses. Le fait que, aujourd'hui, le monde réagit de manière uniforme à un problème de santé. Et deuxièmement, que tout de suite, vous avez un réflexe de protection, de fermeture, qui nous a amené à vivre un confinement qui était quelque chose qui n'était jamais vraiment arrivé, même pendant les guerres, avec le couvre-feu. On a vécu encore autre chose. Donc c'est-à-dire que dans la réduction de l'espace de liberté du citoyen au profit de la santé, on a vécu une nouvelle expérience. Elle est passée, mais elle laisse des traces, elle laisse des morceaux derrière. Elle laisse une population qui se pose des questions aujourd'hui très existentielles, pas que les Français. Population du monde entier se pose des questions qui sont des questions délicates, de savoir, si la pandémie peut revenir, celle-là ou une autre. L'inflation, qui est le processus enclenché par la guerre en Ukraine, mais aujourd'hui transféré à tous les secteurs économiques, où elle va s'arrêter. Le prix de l'essence devient un indicateur, je dirais, de vie quotidienne pour au moins 50% de nos concitoyens, et à peu près la moitié des Européens. Et en même temps, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on vient de dépasser la semaine dernière les 8 milliards d'habitants sur Terre. On n'a jamais été aussi nombreux. Deuxièmement, qu'on a dépassé la semaine dernière, au même moment, personne ne l'a vu, les 100 millions de réfugiés climatiques. C'est-à-dire de personnes qui, sur Terre, ont changé de zone d'habitation à cause d'un changement climatique brutal. On peut penser à la vallée de l'Indus, bien sûr, au Pakistan, qui a quand même connu les précipitations les plus violentes à cause du réchauffement climatique directement et l'effondrement des glaciers himalayens qui ont saturé d'un coup en eau la vallée la plus peuplée du monde. C'est la plus forte densité du monde. On n'a pas dénombré le nombre de victimes à ce jour. 500 000, 1 million, on ne sait pas. C'était il y a 3 mois. Et nous, notre disque dur, il tourne tous les jours, l'actualité, elle change. On sait aussi que les quantités alimentaires disponibles dans les supermarchés français ont baissé de 5%. Il manque 5% des références alimentaires en France. Bientôt 10%. Tous les gens disent que Noël va être la priorité, on ne touchera pas un centime, on va fêter Noël. On sait que les ventes de Noël sont déjà en baisse de 20%. Et en gros, on s'installe dans une mentalité, une morale sociale, qui est celle d'une peur, d'un côté, ou d'une attente. En tout cas, une difficulté à regarder un peu plus loin que les semaines qui viennent. Alors, c'est un exercice difficile que Franck me demande pour vous, mais je vais le mener avec quelques idées un peu globales. La première, c'est de dire qu'il faut bien se rappeler que l'histoire humaine, elle n'est pas écrite. Eh oui. Ne dites pas trop vite. Ne dites pas trop vite. C'est foutu. On va à la catastrophe. On est cuit. On est la dernière génération. Le choc climatique, il est inévitable. On n'a pas fait ce qu'il fallait. De toute façon, nous les humains, on est des abrutis, on en est incapables.
Ben moi je suis contre ça. Et je vais vous dire pourquoi. Juste après. Ne dites pas trop vite, on est individualiste, cette société ne fonctionne pas, chacun tire dans son coin. Ben non, regardez, on est là. Déjà. Donc ça veut dire qu'il y a un espoir du collectif en permanence. Spécialiste de finances solidaires que je suis, de droit des collectivités locales, etc., se plaît à penser que quelque part, il y a toujours un espoir résiduel. Mais là, il est caché par une situation qui est épouvantable, parce que toutes les crises que nous connaissons actuellement sont des crises que nous avons connues par le passé, mais elles se mettent en place toutes d'un coup. Et quand c'est tout d'un coup, ben, on ne sait plus trop où on en est, et on ne sait plus trop comment on doit réagir. Et puis après, vous avez les donneurs de leçons qui sont là, certains intellectuels, certains entrepreneurs importants, qui eux vous disent « Ah ben, il faut aller sur Mars ». Ben, vous le connaissez. Je n'aime pas citer son nom à ce type, parce que c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup. « Ah, il faut aller sur Mars ». Mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre sur Mars? D'abord, un, on ne sait pas y aller. Deux, c'est loin. Voilà, et on ne peut pas y espérer. Alors il dit « Bon ben, finalement, allons sur la Lune ». Ben, la Lune, on la connaît déjà, on y a été. La Lune, on y a été déjà. L'année de ma naissance. Moi, c'est facile à retenir. Voilà. L'année de ma naissance, effectivement, un petit peu plus tard. Je suis de janvier, c'était en juillet. Sur la Lune, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on nous dit qu'il y a une troisième possibilité, c'est les fonds marins. Et à chaque fois, on se rend compte... Attendez, une seconde, les amis. À chaque fois, on se rend compte que tout ça ne sont que des projets de colonisation économique. On veut aller gratter, on ne sait pas quel minerai sur Mars. On veut aller gratter, on ne sait pas quel minerai sur la Lune. Et les fonds marins, par contre, on sait qu'on veut aller gratter tout ce qui traîne de minerais qu'on n'a plus sur Terre. Et là, l'humaniste que je suis, que vous êtes, vu le cercle que vous représentez, se dit, mais à quand la fin de cette manière univoque de penser, toujours la même, que la nature est notre vache à lait et qu'on est là pour tirer dessus toutes les ressources. Parce que cette période-là, mes amis, est finie, et tout le monde le sait. Les minerais, on ne sait plus les extraire. Il y en a un partout, hein. Compliqué, long, cher. Il nous manque, pour la transition écologique telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, il faut des capteurs, il faut des bobines, il faut du matériel, il faut des batteries. Il nous manque du lithium, on l'a pas. Il nous manque du cuivre, il n'y en a plus. En gros, même, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important, même la transition écologique telle qu'elle est envisagée actuellement, capteurs solaires, les trucs électriques et tout, comme j'ai là-bas, bon, ne fonctionne qu'avec des minerais extraits dans les mines, tranquillou, mais tout ça c'est fini. On va dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? Oui, c'est fini parce que le commerce international, les prix stables, les quantités fixes, tout ça, c'est mort. Et ça n'existe pas. Il va falloir inventer une autre manière de produire, on la connaît, hein, je vous rassure, hein, de livrer, d'approvisionner, de contrôler nos systèmes de production pour demain vivre à nouveau. Et là, les humains que vous êtes et que je suis sont en train d'entrevoir un certain nombre de choses qui se mettent en place peu à peu et qui nous donnent des possibilités dès aujourd'hui, si vous le souhaitez, dès aujourd'hui, de commencer à vivre toujours dans la société dans laquelle on est, parce qu'on y est, elle est là, mais en même temps de commencer à vous projeter sur autre chose et à vivre une autre vie et une autre possibilité qui soit plus en phase avec la Terre. Parce que votre question de conférence, c'est pas où va la Terre, c'est où va le monde. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. La Terre, c'est quoi? La Terre, c'est la géologie. C'est la boule de matière, de granit sur laquelle on se trouve. Le monde, c'est la même chose, mais peuplé. Et la Terre, elle est peuplée de deux manières. Elle est peuplée par nous, les humains, et elle est peuplée par tout le reste du vivant. Donc le monde, c'est bien ça. Exactement. Et dans les hypothèses de réflexion les plus avancées, en matière scientifique, géographique, sociale, on l'appelle Gaïa.
terre en grec. Et l'hypothèse Gaïa, elle dit une chose à laquelle je vous invite à réfléchir, parce que ça peut être très intéressant, c'est que la Terre, elle n'a pas besoin de nous. Et oui, mes amis, la Terre n'a absolument pas besoin de nous. Les hypothèses biologiques que porte cette planète n'ont pas besoin des humains pour exister. Pour deux raisons. Elles existaient avant nous, elles sont mortes et elles ont renaquis. Et à partir de là, les hypothèses Gaïa, qui sont des hypothèses scientifiques qui viennent des années 60, sont vraiment intéressantes pour le coup, vous expliquent clairement que l'humain, s'il commence à poser un véritable problème à la Terre, pour sa survie, sera mis en cause comme élément vivant. Autrement dit, je vous invite à réfléchir à cette perspective psychologique qui est un peu nouvelle pour nous, qui nous pensions au sommet de la chaîne de l'évolution, qui nous pensions tout puissants et supérieurs, qui est de nous poser la question suivante. De quelle manière est-ce que nous pourrions prouver à la Terre, c'est-à-dire à tout le vivant, que nous sommes à son service et que nous ne sommes pas ses esclavagistes et que nous ne sommes pas ses propriétaires et que nous ne sommes pas des salauds et des prédateurs qui sommes là pour détruire son climat, son environnement, mais que nous sommes des gens de bonne composition et de bonne conscience. Entre 1860 et 1905, vous avez un type qui s'est fait connaître dans le monde entier, et c'est un Français qui, sans connaître l'hypothèse Gaïa, connaissait parfaitement le début des limites de la Terre, puisqu'elle était enfin connue entièrement, c'est Jules Verne. Et Jules Verne est un type intéressant parce qu'il va m'aider à répondre à la question que vous m'avez posée, qui était de savoir jusqu'où le progrès humain peut aller. Parce que si vous relisez l'œuvre de Jules Verne, la question qui est posée, c'est de savoir jusqu'où le progrès peut aller. Et Jules Verne a toujours 180 romans, mes amis. Dedans, il y a aussi les contes, il n'y a pas que les romans, toute l'œuvre. Et Jules Verne, il a toujours la même réponse. Il dit que du jour où l'homme a découvert la civilisation industrielle, les transports rapides, la monnaie, le commerce international, il doit se poser les questions de son rapport non plus à ses voisins, à son pays, mais au monde lui-même. C'est très important. Alors moi, je fais partie de ceux qui ont cette lecture de Jules Verne. D'autres l'ont peut-être moins. Moi, je suis de ceux qui disent que si Jules Verne a été un génie visionnaire, c'est pas parce qu'il était voyant, ni extra-lucide, mais c'est parce qu'en fait, il a écrit toute une portion de l'avenir humain qui s'est réalisée. Et il n'a pas, comment vous dire, pour bien que vous compreniez, il a fait des hypothèses et des propositions qui se sont avérées les bonnes parce qu'elles ont été suivies par les humains. J'en prends que 3. La première, c'est l'hypothèse de l'impossibilité d'aller dans l'espace avec de la Terre à la Lune, que vous connaissez tous bien sûr, puisque dans de la Terre à la Lune, le boulet qui a été lancé ne va pas sur la Lune, il n'atterrit pas sur la Lune. Il tourne autour et il revient. Dans le livre. Dans le livre. Et oui, dans le livre. Oui. Oui, on l'oublie. La deuxième, c'est dans Les Indes Noires, que vous connaissez peut-être, qui est un roman magnifique. En 1884, Jules Verne, pour la première fois, fait l'hypothèse que les ressources naturelles, le charbon, va manquer et s'arrêter du jour au lendemain. Et qu'est-ce qu'on fait? Extraordinaire. Et enfin, bien sûr, dans 20 milieux sous les mers, que tout le monde connaît, il fait l'hypothèse que le capitaine Nemo est un écologue qui a découvert le secret des fonds marins parce qu'il avait une technologie supérieure, mais que ce secret ne le livrera pas parce qu'il ne doit pas appartenir aux humains, il reste propriété de la nature. Et quelque part, il préfère mourir et faire exploser le Nautilus plutôt que de continuer à avoir un lien avec les humains, parce que ce lien est un lien corruptif, vous explique-t-il. Et pour autant, regardez quand même, dans Jules Verne, vous avez tout. Les sous-marins, les obus les plus destructeurs avec les 500 millions de la Begum,
les ressources géologiques les plus immenses et les plus importantes avec l'étoile du Sud. Vous avez le fax, le téléx, le mail dans l'île à Hélice ou dans la vie de journaliste en 3760. Autant de romans qui sont des propositions d'avenir. Aujourd'hui, qui écrit cet avenir pour nous? Est-ce que nous avons sous la main des génies artistiques et littéraires? Ça, c'est sûr qu'on a des bons. Mais est-ce qu'on a des gens dont le génie planétaire aujourd'hui est capable de nous guider sur une pensée? Je ne les vois pas. Cyril Hanouna. Voilà, par exemple. Merci, Monsieur le Président. Mais je ne suis pas sûr. La deuxième question, c'est est-ce que nous avons changé d'époque entre Jules Verne et aujourd'hui? Bien sûr qu'on a changé d'époque entre Jules Verne et aujourd'hui. En moins de 130 ans, nous avons inversé notre rapport au monde. Et Jules Verne était précurseur d'une nécessité absolue pour nous de nous comporter différemment face à Gaïa, face à la Terre, vous l'avez compris, et de rééquilibrer ce rapport dans des actions qui soient aujourd'hui plus humbles, plus novatrices et surtout plus coopératives. On en parlait tout à l'heure en préparant cette réunion avec Franck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'on sait que l'eau, la nourriture, les ressources naturelles vont manquer sur cette planète. De 8 milliards, on va passer à 10 milliards. Est-ce qu'après 10 milliards, on va vers un effondrement démographique? Peut-être, mais je ne sais pas. Est-ce que dans les années qui viennent, on va vers une guerre globale? Si tel est le cas, cette conférence n'a pas d'objet. De toute façon, il n'y aura plus d'avenir, ce sera nos futurs. Voilà. Moi, je fais l'hypothèse, il n'y aura plus personne. Moi, je fais l'hypothèse que nous n'irons pas vers une guerre globale. Et je fais l'hypothèse que, entre maintenant et 10 milliards d'habitants, le nombre des humains va se stabiliser. Par contre, d'autres hypothèses sont, elles, déjà écrites. Le climat va se durcir, mais comme disait un de mes amis conférenciers il y a quelques jours, que j'avais invité à Aix, il disait, mais mon cher Stéphane, le vrai problème, ce n'est pas le problème climatique. À très court terme, on a d'autres problèmes. Et si le problème climatique est un problème global, qui va être de plus en plus violent si on ne réagit pas, à très court terme, on a deux autres problèmes. Le premier, c'est l'eau. La question de l'eau, et nous les Provençaux ici, on l'a vu cet été, où on nous a rationnés, c'est normal. Mais en même temps, on n'est pas trop habitué à être rationnés. Et le deuxième problème qu'on a, qui est plus complexe, plus délicat, ce sont les pollutions industrielles, qui sont un poison pour ici, pour ailleurs, pour partout, qui détruisent la qualité de l'air, qui altèrent la qualité de la vie et qui infectent la qualité des aliments. Il y a un problème global. Et vous savez pourquoi c'est un problème grave? Parce que il est difficile à mesurer, personne ne veut vraiment le mesurer, parce qu'il met en cause des intérêts industriels, économiques, sociaux, majeurs. Et là, on est piégé par nous. Je vais vers la conclusion, puisque j'ai un temps imparti et que le président commence à me regarder en coin. C'est intéressant, vas-y. Pour vous donner quelques pistes de ce que peut être une rénovation, qui a la seule possibilité que demain Gaïa se calme. Et ils disent aux humains, bon ben finalement c'est bien, c'est notre planète. C'est la planète du vivant, et c'est la planète des humains. Il y a trois pistes. La première, c'est que on doit repartir sur des coopérations humaines, avec des savoirs humains, et nous devons stopper un truc qui est très difficile à imaginer, c'est que tout ce qu'on fait a un impact mondial tout de suite. Regardez, une trottinette. Elle est faite avec des composantes qui viennent de 8 pays, des métaux de 3 pays. Elle a voyagé plusieurs fois. Elle consomme de l'électricité. Tu parles, elle est soi-disant écologique. Mais elle n'est pas du tout écologique, cette trottinette, la pauvre. Et sa destruction en tant que déchet est un problème, parce qu'on ne sait pas les détruire. Parce que c'est un déchet pourri, on ne sait pas quoi en faire. Et c'est long, compliqué, très cher à détruire. Et donc vous voyez ce que je vous dis, c'est qu'on croit que quelque chose qui a un impact positif a en fait un impact qui est très négatif,
mais c'est surtout que c'est quelque chose qui me sert à moi localement pour me déplacer, mais qui est en fait un consortium mondial qui, lui, l'a produit. Et ça, et votre voiture, c'est pareil. Et votre baraque, allez, les fers à béton de votre baraque, je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils viennent pas d'à côté. Là. Autrement dit, on va devoir retrouver le sens de quelque chose, mes amis, d'important, c'est de trouver le plus possible de coefficients de proximité. Avec tout. D'abord, ce que vous mangez. Première chose. Première chose. Vous devez être des citoyens exigeants, en étant des consommateurs exigeants, et ne consommer que des choses que vous connaissez. Que vous connaissez. C'est pas on m'a dit que, c'est que vous connaissez. Pourquoi? Parce que ce que vous bouffez, ça va présager, vous voulez le secret de votre durée de vie. C'est votre durée de vie. C'est un élément. C'est pas le seul, évidemment. Pour mourir de pleine pluie. Non, là je donne les tuyaux. Là. Ah là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas. On en parle après. Je finis. La deuxième, donc, vous réappropriez le local. Mais aussi dans l'échange, parler un peu en aparté des monnaies locales sur lesquelles j'intervenais hier soir pour la roue, mais aussi surtout l'échange de savoir, l'échange de pratique. Pourquoi je parle de l'échange de savoir? Parce que enseignant, c'est mon premier métier. J'ai fondé des établissements d'enseignement supérieur, comme l'a dit Franck. Je constate aujourd'hui quelque chose de terrible, d'injuste. C'est l'effondrement et la disparition des savoirs. Et de la culture générale, et même des cultures, de manière générale. Et ça, c'est un problème qui me mine, parce que ça veut dire que nous, les humains, n'avons pas ce bagage derrière nous. Aujourd'hui, ça s'atrophie, il s'abaisse, qui nous amène à l'aventure collective. Mais dedans, je mets des choses exigeantes, la littérature, la poésie, le théâtre, ce qu'on appelle les belles lettres, mais aussi l'ensemble des arts majeurs et des beaux-arts. Et je vois aujourd'hui, on parle des jeunes, tu parles, s'il n'y avait que les jeunes. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'immédiateté d'une culture du numérique, du multimédia, du Google, du téléphone et compagnie. Peu importe. Deuxième champ, pour vous, je vous donne des conseils personnels. Pourquoi? Parce que je pense que le global va être délicat et c'est à chaque individu à réfléchir à des méthodes. Le local et deuxièmement, le savoir. Le savoir. La connaissance de manière générale. D'un peu de tout. Ne pas quitter le lien avec le savoir. Et la troisième chose, elle est plus compliquée, plus pertinente aussi, c'est peut-être la plus belle. C'est la conscience et c'est finalement un peu l'éthique. Mais l'éthique, vous savez, c'est un peu l'humanité ou l'humanisme. C'est de ne pas se laisser aller aux fausses victoires de la douloureuse violence de propos qui altèrent l'individu, mettent en boîte des populations entières, ici, ailleurs, peu importe, ici, ailleurs. On se permet de juger les uns et les autres. Trop ceci, pas assez cela, pas leur place ici, pas leur place là. Vous savez, la Terre, elle est finie, hein. C'est le même bateau. S'il prend l'eau d'un côté, il prendra l'eau tôt ou tard de l'autre. Et donc, on doit se réaccaparer aussi une connaissance et une culture de, comme l'a fait le grand Jules Verne, et j'en terminerai par là, en lui rendant un nouvel hommage, mais comme l'a fait le grand Jules Verne, d'avoir une conscience de la Terre, des humains sur la Terre, comme l'a fait Saint-Exupéry. Relisez Terre des Hommes, relisez Lettre en otage, relisez Vol de nuit, relisez Camus, relisez nos auteurs qui ont travaillé sur ces questions. Oui, mais voilà, il y en a plein de la place de l'humain sur notre Terre, avec des réflexions éthiques vibrantes, actuelles. C'est ces livres-là qu'il faut ressortir aujourd'hui parce qu'on rentre dans une période de danger. Et dans une période de danger, il y a deux manières de faire. Soit on s'affole, on crie, et on finit par tirer. Mais bien sûr, ne croyez pas le contraire. Soit on se protège, on s'organise, on discute, on agit ensemble, et on se protège beaucoup mieux encore. Je vous remercie. Bravo.